Viviane Cardas, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réalisé ce film Algérie du possible, qui est un portrait, j'allais dire presque en creux, de votre père, Yves Mathieu, qui a été un grand avocat du FLN. Et à travers le portrait de votre père, vous nous faites aussi un portrait de la Révolution en Algérie et de l'Algérie comme pays de la Révolution. Alors, pays qui a été leader des révolutions, c'est-à-dire que l'Algérie, dès avant l'indépendance, a des ambassadeurs, comme par exemple Mohamed Harbi, que vous voyez dans le film, a été ambassadeur du gouvernement algérien provisoire du GPRA en Guinée. Il y a dès le départ des liens très puissants qui sont tissés avec toutes les luttes d'indépendance africaine de toute l'Afrique noire, et l'Algérie gardera ce rôle leader, ce qui fait qu'à l'indépendance, et dans les années qui ont suivi l'indépendance, on l'appelait la Mecque des révolutionnaires. On disait le phare du tiers-monde, enfin, c'est les grandes expressions. La Mecque des révolutionnaires, c'est une expression d'Amilcar Cabral. Et effectivement, il va y avoir l'Algérie joue un rôle de soutien à toutes les luttes d'indépendance, en particulier d'Afrique noire, parce qu'elle est exemplaire dans la lutte qu'elle a menée contre le colonialisme français. C'était une guerre très dure, extrêmement violente. De Gaulle avait accordé les indépendances aux colonies françaises d'Afrique noire dès 1960 pour ne pas avoir que le problème algérien fasse tache d'huile, mais il voulait garder l'Algérie parce qu'il voulait garder le Sahara pour faire les essais nucléaires et pour évidemment le pétrole. On évoque le Sahara et vous avez évoqué la colonisation française, mais pas que française, puisque en l'occurrence, ce qui se passe aujourd'hui encore au Sahara occidental est très marqué par l'appui de l'Algérie au peuple sahraoui. Alors c'est fondé, comme le dit le film, c'est en fait Che Guevara qui propose aux Algériens d'accueillir le Front Polisario et de lui-même emmener tous ceux qui parlaient espagnol pour former les officiers d'une armée du Polisario, pour former des cadres politiques à Cuba. Donc il a fait cette proposition et il y a eu un lieu d'accueil qui a été créé, je crois, à la Villa Jolie, avant que Ben Bella l'occupe, et qui a été le centre d'accueil du Polisario pendant plusieurs années. Et il y a toujours, moi je me souviens que la dernière fois que je suis allé à Alger, à l'hôtel Aletti, il y avait dans le même hôtel des représentants du mouvement sahraoui, enfin des représentants du Front Polisario. Je reviens à l'ensemble de l'Afrique noire. C'est-à-dire que ce soutien de l'Algérie aux luttes d'indépendance africaines va s'étendre non seulement après que les colonies françaises aient obtenu une indépendance, sauf la Guinée qui a une histoire assez particulière. L'Algérie va soutenir les Cap-Verdiens, va soutenir le Mozambique et l'Angola jusque dans les années 70, jusqu'à 76 à peu près, qui est le moment où l'Angola et le Mozambique obtiennent leur indépendance. C'est un rôle très important que va jouer l'Algérie et qui va créer, qui est d'abord très passé sous silence, très méconnu, pas en Afrique, mais par l'Occident, par la France en particulier, qui de toute façon méconnaît beaucoup de choses à propos de l'Algérie. Mais il y a des conséquences aujourd'hui dans toute la lutte contre le djihadisme islamiste, le terrorisme islamiste, et toute la lutte dans le sud du Sahara et avec les pays frontaliers, le Mali, le Niger. L'Algérie est le pays leader d'une force militaire de différents pays africains pour arriver à repousser le problème djihadiste et à l'éliminer. L'Algérie a une expérience très forte de ce point de vue-là. Oui, et une expérience très forte aussi d'avoir vécu une décennie noire où il a fallu se battre non pas contre le djihadisme mais contre le terrorisme. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore djihadiste, quoique les gens du GIA s'appelaient eux, mais on peut dire que c'est un pays... L'Algérie est un pays expérimental. C'est un pays laboratoire. C'est un pays qui va mener une des guerres révolutionnaires les plus dures avec celle du peuple vietnamien pour obtenir l'indépendance, et qui va ensuite se lancer dans une expérience de révolutionnaire et de tentative de socialisme, alors qu'il n'y a aucune structure pour ça, qu'il y a un manque
cruel de cadre, que effectivement la population est analphabète et que c'est difficile. Et comme le film essaye de l'expliquer un peu, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à construire ça. Passer de la colonisation et de l'écrasement des populations locales par des colons à un exercice de la démocratie comme l'autogestion, c'est quand même franchir un ravin. Et l'Algérie a quand même échoué en partie dans cette expérience. Quoi qu'il y ait toujours un petit peu d'autogestion en Algérie. Il y a encore des structures autogérées qui restent. Mais l'idée que l'Algérie, à ce moment-là, a été leader, a payé un prix très lourd de cette guerre de libération, et ensuite, 30 ans plus tard, va être le premier pays qui se confronte au djihadisme de l'intérieur, à l'islamisme armé, d'abord électoral, avec la vague du fils, l'interruption des élections, et ce pays va se battre pendant 10 ans seul. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun soutien international. Pour l'Algérie, pendant cette décennie noire, c'est le trou noir du monde. Ils ont été très seuls. Comment vous est venue l'idée de faire ce film, vous qui travaillez sur toute autre chose en l'occurrence ? J'ai découvert des documents qui prouvent des liens entre mon père et ce fameux Sid Jamel qui est représenté dans le film. Donc je me dis, mais ils se sont connus, donc il faut peut-être que maintenant j'essaie de savoir. Ma mère vient de décéder. Et j'apprends qu'il va y avoir le deuxième festival panafricain, c'est-à-dire à la suite de celui de 1969, qui a marqué l'apogée justement de l'Algérie comme pays phare du tiers-monde et mec des révolutionnaires, qui a été un festival absolument formidable dont William Klein a fait un film qui s'appelle Le Panafricain. Donc, plus de 40 ans plus tard, j'apprends que en 2009, ils organisent un nouveau panafricain. Et je me dis, mais voilà un contexte intéressant pour aller en Algérie et commencer à raconter l'histoire d'Yves Mathieu, puisque son histoire d'anticolonialisme ne commence pas en Algérie, où il est né, mais elle commence en Afrique noire, où il est envoyé à un moment donné, enfin il part comme journaliste, il est déjà communiste, et il va travailler au Rassemblement démocratique africain d'Houphouët-de-Boigny. À l'époque, il y a une grande partie de la population qui est au Rassemblement démocratique africain. On est 1 an après les procès du Grand Bassam, les révoltes, le massacre de Palaka, et donc lui va, dans cette lancée-là, faire ce journal, Le Démocrate, qui reproduit un peu dans le film, et puis il va se faire fourrer en prison et se comporter en bon communiste, c'est-à-dire mon procès est le moyen de dénoncer la colonisation. Et voilà, il fait 1 an de prison, ce qui à l'époque est beaucoup, parce que les conditions d'emprisonnement à la prison du Grand Bassam dans les années 50, c'était quand même pas très très joyeux. Alors vous avez vécu en Algérie, vous avez connu, vous dites, assez peu votre père, vous avez peu de traces. Pourquoi vous êtes quand même appuyé sur lui pour raconter cette histoire ? Mais parce que c'était un formidable fil conducteur. Ça ne pouvait pas être... Il était le fil rouge. Et je ne pouvais rencontrer que les gens qu'il avait connus. Si je commençais à rencontrer les gens qu'il n'avait pas connus en leur disant qu'est-ce que vous avez fait pendant la Révolution, à ce moment-là, moi je prenais parti sur une histoire qui est très compliquée. C'est très compliqué la Révolution algérienne. Très compliqué ce qui se passe avant l'indépendance et très compliqué ce qui se passe après l'indépendance. Donc je ne pouvais... Le seul moyen de faire un film sincère, c'était de me dire, de tenir comme fil rouge l'histoire d'Yves Mathieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi est-ce qu'on l'aurait tué ? Si on l'a tué, nous ça fait... depuis 1966, on doute. Alors on l'a refoulé, on n'en a pas parlé pendant des années, puis les gens sont revenus, enfin je raconte un petit peu ça, nous reparler, nous dire mais si, mais je vous assure, et puis après ils veulent plus témoigner, puis c'est très compliqué, parce que c'est quand même une histoire grave. Et pourquoi on l'aurait tué ? Le rôle qu'il a joué dans les biens vacants, c'est-à-dire la décision que tous les biens laissés par les Pieds Noirs seraient attribués à l'État et gérés en autogestion par les travailleurs paysans, ouvriers dans les usines ou paysans sur les terres. Évidemment, ça a dérangé ceux qui voulaient s'accaparer des appartements, des maisons, ou des commerces, des terres ou des usines. Ce sont dans les périodes qui suivent les révolutions, vous avez toujours la constitution d'une petite bourgeoisie qui veut s'accaparer les richesses qu'ont laissé les colons, qui veut reproduire ce qu'ont fait les anciens dominants. C'est un classique. Donc aucune révolution n'a échappé à ça. Donc d'une part, il y avait ça, c'est évoqué par Jean-Marie Beuglin. Il dit, moi je pense que c'est les biens vacants qui lui avaient créé il s'est fait beaucoup d'ennemis à ce moment-là. Et puis il y a les liens certains qu'il aurait eus avec
Il y a la dénonciation qu'il faisait de la torture dans les prisons algériennes, donc après le coup d'État. Il clamait haut et fort. Il y a de quoi écrire un deuxième tome de la question avec ce qui se passe dans les prisons algériennes. Et puis il y a les liens qu'il aurait eu avec des officiers de l'armée algérienne dans le Constantinois, dans la région de Constantine. Et ça, je n'ai que le témoignage de ma mère qui me l'a répété plusieurs fois, assez tard. Elle m'a dit, il m'avait dit ça un peu avant sa mort, qu'il était en rapport avec des officiers du Constantinois qui préparaient quelque chose contre Boumedienne. Voilà. Et ces officiers ? Comment voulez-vous que je les retrouve ? Vous n'allez pas toucher à l'armée algérienne. Quand Sid Jamel me dit il existe des archives secrètes, vous devriez. Enfin, il me dit il existe des archives secrètes, ce qui est une façon de me dire il y a des traces quelque part. Je lui réponds ok, Sid Jamel, moi, vous vous en occupez, et moi je m'en vais à Pékin pour arracher un cil à la momie de Mao Tse-tung. Enfin, c'est à peu près le même ordre de difficulté. Vous n'allez pas aujourd'hui. Autant j'ai fait ce film sans problème. J'ai eu l'autorisation de tourner sans problème. Une fois qu'il a été terminé, la Cinémathèque algérienne, qui est une instance du ministère de la Culture, qui appartient à l'État, on pensait tous que ça allait être au dernier moment, on allait dire non, ce film-là, censuré, on ne le passe pas. Pas du tout. Et la salle était pleine de gens connus, pas d'officiels, mais de gens connus qui sont venus. Il y avait la femme de Méchati, la veuve de Méchati, qui était un des 21 qui ont déclenché l'insurrection armée du 1er novembre 1954. Il y avait le frère de Yassef Saadi, il y avait le fils de Boudiaf, le président assassiné en 12. Il y avait beaucoup de monde, et les gens ont été très très étonnés par le film en disant nous on n'a jamais vu un film en Algérie qui parle du coup d'État du 19 juin 1965. C'est quelque chose de nouveau. À partir du moment où les gens voient que c'est quand même un travail mémoriel, mais il n'y a pas de règlement de compte. Moi, je ne suis pas là pour régler des comptes. Mon père a pris ses responsabilités de toute façon. Et s'il a risqué de se faire tuer, il a risqué de se faire tuer. S'il s'est fait tuer, si ce n'est pas un accident. Je dis je ne saurai jamais la vérité au sens où personne ne va venir me dire « moi j'ai la preuve ». S'il y a des preuves, je n'y aurai sans doute pas accès de mon vivant. Mais faire le film, c'est restituer l'existence de cet homme qui est quand même une existence assez passionnante. Merci beaucoup, Viviane Candas.